Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au retour d'expérience de la société Radial sur son projet d'implémentation de la solution ClickSense. Cette vidéo a été réalisée suite au webinaire conduit avec les équipes Click et Kerus consacré à l'évolution du rôle de la fonction finance dans les projets de transformation digitale. Cette vidéo est découpée en 3 parties. Une première consacrée au parcours de Radial autour du projet BI4U. Une deuxième dédiée aux raisons du choix de la solution ClickSense. Et enfin, une troisième et dernière partie consacrée à des démos réalisées à partir de cas concrets finance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler très rapidement de la société Radial. Donc Radial est une société industrielle française spécialisée dans la conception de solutions d'interconnexion innovantes. Nous distribuons différents marchés parmi lesquels l'aéronautique civile, les télécoms, le spatial et la défense. Il est important de noter que Radial est une ETI internationale avec plus de 3000 salariés répartis sur une dizaine de sites en Europe, en Asie et sur le territoire américain. Ce qui caractérise Radial, c'est son positionnement sur des marchés de niche. Ainsi, nous fabriquons essentiellement des petites séries en étroite collaboration avec nos clients. Ainsi, la stratégie de Radial repose sur l'innovation, l'intimité client, mais aussi l'indépendance financière, ce qui explique la qualité des résultats de la société puisque Radial a doublé son chiffre d'affaires sur les 7 dernières années. Donc très rapidement sur mon parcours, j'ai rejoint la société Radial en 2012 en tant que contrôleur de gestion centrale en charge du reporting de gestion. J'ai travaillé sur un projet de remplacement de la solution de consolidation statutaire en place et mis en œuvre la solution HFM. Ce projet s'est traduit par une professionnalisation de la fonction finance et une réduction significative du délai de clôture du groupe. Rapidement, j'ai évolué sur un rôle de contrôleur de gestion commerciale, ce qui m'a permis de travailler sur des sujets de planification budgétaire, pour enfin arriver progressivement sur des sujets relatifs à la BI et devenir chef de projet BI et EPM au sein de la société. Avant de nous intéresser aux enjeux et objectifs de ce projet, arrêtons-nous un instant pour parler de la situation initiale dans laquelle Radial se trouvait au moment du lancement de ce projet. Donc au départ, on disposait comme beaucoup de sociétés de plusieurs solutions de BI en parallèle qui répondaient à différents besoins métiers. Et ces solutions accusaient d'un certain âge et on finissait par avoir de nombreux problèmes, parmi lesquels des problèmes de performance, des problèmes de qualité de la donnée, mais aussi des problèmes d'urbanisation avec des rapports utilisant des sources différentes pour intéresser le même indicateur et ne donnant pas les mêmes résultats, ce qui amenait bien évidemment beaucoup de questions de la part des utilisateurs qui finissaient par douter de la qualité du rapport mis à disposition. Bien évidemment aussi des problèmes de perte de compétences au fil du temps en interne, rendant difficile la maîtrise de la solution et la réalisation de nouveaux tableaux de bord et la maintenance de l'existant bien évidemment. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que finalement, nos plus gros problèmes ne résidaient même pas dans ces solutions de BI existantes et leurs problèmes intrinsèques, mais dans l'utilisation quasi systématique d'Excel comme solution de reporting et de tableau de bord pour l'entreprise. Donc évidemment, Excel est un outil de productivité formidable, très utilisé en entreprise, je n'ai rien contre, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus contre-productif que d'utiliser Excel comme outil systématique de tableau de bord en entreprise. Et je pense que ce problème, toutes les sociétés aujourd'hui l'ont. On utilise beaucoup trop Excel pour la réalisation de tableaux de bord standards, là où des outils beaucoup plus adaptés et plus performants permettraient à la fois l'industrialisation et la distribution de tableaux de bord standardisés et contrôlés par le métier. Donc ma vision a changé et j'ai décidé de remettre Excel à sa place, à savoir comme un outil de productivité ponctuelle. Et je tiens à dire que c'est tout à fait possible. Il existe aujourd'hui sur le marché de nombreuses solutions de data visualisation formidables qui peuvent être utilisées à cet effet et remplacer Excel comme solution de représentation et de dashboarding. Pour ma part, en tant que contrôleur de gestion, Excel était mon outil principal de travail et aujourd'hui, je continue à exercer la même fonction et Excel, je ne l'utilise plus que 2 à 3 heures maximum par semaine, ce qui encore une fois pour un contrôleur de gestion est une très belle performance. Donc ce premier constat nous a permis effectivement de prendre conscience de la nécessité de réduire à la fois
le nombre d'outils de dashboarding en place dans la société, mais aussi l'usage qu'on pourra qualifier d'excessif d'Excel dans la stratégie de déploiement d'état de reporting interne. D'autres objectifs ont rapidement été identifiés, parmi lesquels la réduction des problèmes de qualité de la donnée au niveau des systèmes sources, avec la mise en place notamment d'une véritable culture de la gestion des référentiels. Parmi ces objectifs, on retrouve aussi des choses assez évidentes, comme la nécessité de réduire le temps consacré à la production des états de reporting, et bien évidemment aussi la nécessité de fournir des rapports qui soient pertinents et faciles d'usage pour pouvoir répondre de manière instantanée à des besoins d'analyse. Le dernier objectif, néanmoins, est un objectif à moyen long terme et sans doute le plus compliqué de tous, puisqu'il s'agit de mettre en place une véritable culture de la data au sein de l'entreprise permettant d'exploiter et de valoriser la donnée dans son ensemble. Donc ce projet BI4U a été initié par le contrôle de gestion et par la direction financière. Et nous avions une ambition somme toute relativement simple, puisque nous souhaitions éviter une approche traditionnelle selon laquelle le projet et les développements seraient réalisés par le département IT. Nous avons souhaité mettre en œuvre une gouvernance partagée qui permettrait effectivement à l'IT et au contrôle de gestion de collaborer autour de la réalisation des développements en question. Et donc, évidemment, pour pouvoir réaliser ce projet selon ces conditions, nous avions besoin d'identifier des solutions de data vise permettant au contrôle de gestion et plus largement aux équipes métiers de prendre la main sur la solution et sur les développements. Nous avons donc écarté assez rapidement les solutions traditionnelles de business intelligence comme MicroStrategy ou Cognos pour nous centrer sur des solutions comme ClickSense bien évidemment, mais aussi Power BI ou Tableau, permettant effectivement aux gens du métier et du contrôle de gestion comme moi de prendre la main sur ces développements et de travailler avec l'IT en optant sur une répartition des tâches, c'est-à-dire que l'IT aurait la responsabilité du sourcing de la donnée, de la mise à disposition de la donnée dans un environnement sécurisé, nous permettant ensuite, côté métier / contrôle de gestion, de prendre la main sur les développements et de réaliser les tableaux de bord attendus par les utilisateurs. Donc effectivement, c'est assez innovant en termes de démarche par rapport au paradigme traditionnel. Néanmoins, cette démarche nous a permis de faire preuve d'agilité en internalisant la compétence de développement et aussi en faisant des économies sur la charge d'intégration puisque notre intégrateur Kerus nous accompagne en nous fournissant l'expertise nécessaire lorsque nous avons des besoins d'accompagnement, mais l'intégralité des applications, tableaux de bord et modèles réalisés à partir de la solution sont aujourd'hui pris en charge par l'équipe du contrôle de gestion Radial. Donc pour ma part, je porte une conviction forte que la finance et plus particulièrement le contrôle de gestion doit jouer un rôle essentiel dans les projets de données et ce pour deux raisons principales. La première, c'est que la mission du contrôle de gestion, c'est de réaliser des tableaux de bord. Le contrôle de gestion définit les indicateurs à suivre, maîtrise les sources de données et dispose d'une expertise dans la présentation de l'information. Après tout contrôleur de gestion passe de nombreuses heures carrées à réaliser des tableaux, très souvent sous Excel, pour présenter une information dans un but de reporting. Et pour ma part, depuis que j'utilise Qlik, je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir changé de métier, j'ai juste troqué Excel pour quelque chose de beaucoup plus puissant qui répond toujours à ce besoin de présentation de l'information dans un format standardisé. Déjà pour ce premier point, cela me paraît assez essentiel. Le contrôleur de gestion, réalisant des tableaux de bord, a tout intérêt à investir du temps dans les solutions de data vis de l'entreprise.
La deuxième raison, c'est que le contrôleur de gestion est un business partner pour l'ensemble des fonctions de l'entreprise. On a tendance à penser que le contrôleur de gestion travaille exclusivement que sur de la matière financière, ce qui est faux. Le contrôleur de gestion travaille au final avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, et d'ailleurs lorsque l'on a besoin d'un rapport Excel, le premier réflexe que l'on a très souvent est de se tourner vers son contrôleur de gestion. Ainsi, je pense que l'ensemble des entreprises faisant le choix de moderniser leur environnement décisionnel doivent faire le choix d'impliquer directement le contrôle de gestion dans la démarche comme acteur du changement. Ainsi, chez Radial, nous sommes 2 contrôleurs de gestion à travailler directement sur le développement de tableaux de bord pour l'ensemble des métiers de l'entreprise. Et pour ma part, je dois dire que je suis encore aujourd'hui très surpris de voir la diversité des demandes auxquelles nous devons répondre, et notamment la nature des sujets sur lesquels nous sommes parfois amenés à travailler. Nous avons parlé précédemment du rôle et de la relation avec l'IT. Je vais maintenant vous parler rapidement de l'architecture cible et de ses enjeux. Donc dans le cadre de ce projet BI4U, nous avions l'ambition de mettre en œuvre un corporate data warehouse unique sous technologie SQL, avec pour objectif de n'avoir qu'une seule source de données unique pour l'ensemble des applications business gravitant dans l'environnement Radial. Donc ce corporate data warehouse ne servirait pas uniquement à la BI, mais aussi à l'ensemble des applications métiers nécessitant l'exploitation des bases de données mises à disposition. Concernant maintenant les sources de données utilisées par Qlik, Radial utilise SAP comme principal ERP, ce qui constitue la première source de données pour de nombreux rapports mis à disposition dans la solution. Nous avons aussi des données en provenance de Salesforce et des données provenant de nombreuses bases SQL, mais aussi parfois de sources exogènes comme des fichiers Google Sheet ou parfois aussi des fichiers Excel. Maintenant, ce qu'il est important de noter, c'est que il n'est pas obligatoire de disposer en amont de Qlik un corporate data warehouse. C'est un choix d'urbanisation que nous avons fait avec l'IT pour, encore une fois, mettre à disposition un certain nombre de données sources en amont de Qlik qui seraient disponibles à d'autres applications. Maintenant, Qlik pourrait très bien attaquer directement l'ensemble des sources citées précédemment et bien d'autres pour pouvoir mettre à disposition les rapports nécessaires. Kerus faisait partie des intégrateurs ayant participé au processus d'appel d'offres. Initialement, Kerus nous avait été recommandé par des contacts de l'équipe de la DSI, et nous avons fait le choix de travailler avec Kerus principalement pour 2 raisons, à savoir la pertinence de leur proposition d'architecture et des solutions proposées en adéquation avec les attentes et le contexte de Radial, mais aussi le fit avec notre besoin d'accompagnement, d'agilité et leur capacité d'adaptation. Je pense que nous avons fait le bon choix, car Kerus a su adapter sa proposition d'intégration à nos ambitions et à notre volonté d'indépendance dans les développements. Aujourd'hui, Kerus nous accompagne principalement dans le dessin de notre architecture cible et dans le développement et la mise en œuvre d'applications et de fonctionnalités plus avancées, principalement grâce à l'intervention d'un expert, à savoir Julien Saint-Maxent, également Qlik Luminary, que je recommande d'ailleurs pour sa disponibilité et ses compétences. Dans la première partie de la vidéo, nous avons beaucoup parlé méthodologie et du rôle central du contrôle de gestion dans la conduite de projet. Maintenant, pour cette deuxième partie, je vous propose que l'on rentre un peu plus dans le détail de la solution QlikSense et que l'on découvre ensemble les raisons qui nous ont poussés à choisir ce produit plutôt qu'un autre. Avant de rentrer dans les détails des nombreuses qualités de la solution Qlik, je vous propose de nous intéresser un court instant aux facteurs clés de succès du projet. Donc je ne vais pas revenir sur la mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance centrée sur la collaboration entre le contrôle de gestion et l'IT, ni enfoncer des portes ouvertes pour vous dire qu'il est essentiel d'étudier les besoins fonctionnels et les usages attendus autour de la solution, ou vous parler de la nécessité d'étudier les différentes solutions du marché avant de prendre une solution.
Par contre, je vais insister un court instant sur la nécessité absolue de réaliser un POC pour étudier et découvrir véritablement la solution et l'impact qu'elle peut avoir sur votre organisation. On pourrait penser que c'est quelque chose d'évident, et pourtant je découvre très souvent de nombreuses entreprises qui font le choix d'une solution de BI ou même de n'importe quelle autre solution avant d'avoir conduit un POC fonctionnel concret pour valider que la solution répond aux besoins. Je suis persuadé que faire le choix d'une solution sans conduire de POC au préalable est une erreur. C'est une erreur car il y a toujours un écart significatif entre l'idée que l'on se fait d'un produit et la réalité. Et finalement, le seul moyen de vérifier que l'on ne se trompe pas, c'est bien de faire un test. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de tester plusieurs solutions pour véritablement identifier et mesurer les facteurs différenciants, les forces et les faiblesses des différentes solutions. Donc pour moi, il n'y a vraiment que des avantages à faire un POC. Et il n'y a au final que des inconvénients à ne pas en faire. Maintenant, dans le cadre radial, nous avions shortlisté en bout d'appel d'offres 3 produits, à savoir ClickSense, Power BI et SAP. Tableau avait été écarté car peu présent sur le territoire national. Et à l'époque, pour nous aider à finaliser notre décision, j'avais préparé un super tableau d'aide à la décision qui devait nous aider à choisir le bon produit selon un ensemble de critères préétablis. À l'issue de l'exercice, c'est SAP qui était en tête, notamment parce que l'IT entrevoyait des intérêts convergents avec l'environnement opérationnel de Radial. Mais j'avais le pressentiment qu'on allait faire une erreur et que notre approche très scolaire risquait de nous faire passer à côté de la solution qu'il nous fallait. J'ai donc monté un use case à partir d'extraction de tables de vente et des marges, et j'ai conduit sur la base d'un modèle un POC sur les 3 produits. Et le résultat fut sans appel. J'ai passé 2 semaines avec un consultant sur SAP et nous avons obtenu une application très lente malgré les 500 000 lignes du modèle, avec un temps de réponse en navigation dépassant parfois les 20 secondes et une complexité de mise en œuvre sans commune mesure. À l'inverse, avec Qlik et Power BI, j'ai pu monter une application en totale autonomie en l'espace de 2 jours, et ce sans formation ni expérience préliminaire. Au final, c'est Qlik qui l'a emporté grâce à l'apport du moteur associatif dans la modélisation, qui m'a permis de faire des choses qui nécessitaient des compétences dans Power BI que je n'avais pas à l'époque, mais aussi grâce à une interactivité supérieure rendant l'expérience utilisateur unique. D'ailleurs, à l'écran, vous pouvez voir ma première maquette, et c'est elle qui a remporté à l'unanimité l'adhésion des utilisateurs. Je vais maintenant vous parler des atouts de Qlik, mais comprenez bien que ce que je vais vous dire n'engage que moi, et que vous gagnerez à tester par vous-même les différentes solutions que vous avez identifiées. Donc, encore une fois, faites un POC. Je vais maintenant vous parler des avantages de la solution ClickSense sur la concurrence. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue et ce que je vais vous dire n'engage que moi. Et je n'ai bien sûr pas la prétention d'avoir la connaissance absolue sur le marché des outils de BI. Néanmoins, je pense que ClickSense, pour avoir travaillé sur différentes solutions et continuer à faire ce travail de veille, a un certain nombre d'atouts sur la concurrence. Le premier atout, et sans doute le plus important, c'est la puissance du moteur de ClickSense. Tous les intégrateurs multiplateformes vous le diront, Qlik a le moteur le plus performant du marché. Il n'y a aucune solution à ce jour qui rivalise en termes de performance pure avec le moteur de ClickSense. Et d'ailleurs, les applications que je vais vous présenter en fin de vidéo exploitent des millions de lignes sur plusieurs dizaines de colonnes sans aucune difficulté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas traiter ce volume de données avec d'autres applications du marché. Des outils comme Tableau et Power BI pourraient tout à fait réaliser la même chose dans leur environnement respectif. Néanmoins, je pense que ClickSense a l'avantage en termes de performance. Deuxième atout, Qlik, c'est aussi une technologie unique sur le marché avec son moteur associatif qui permet de faire des choses que la concurrence ne peut pas toujours faire. Ce que la concurrence peut faire, Qlik pourra le faire, mais la réciproque n'est pas nécessairement vraie. Et lorsque l'on fait de la modélisation, on s'aperçoit bien que toute cette phase de préparation de la donnée
Qlik offre beaucoup plus de possibilités que la concurrence. Et ces propos, ce n'est pas uniquement moi qui les dis, c'est aussi les propos que je retrouve dans la bouche de nombreux développeurs cross-platform qui travaillent sur Tableau, Power BI ou autres outils du marché. Le troisième point, c'est l'écosystème de Qlik et sa communauté d'experts. Alors Qlik est un outil open source qui permet à de nombreux partenaires de développer et de mettre à disposition des extensions, tantôt payantes, tantôt gratuites, qui enrichissent considérablement le champ des possibles. À cela s'ajoute la communauté d'experts qui vous répond aux questions lorsque vous voulez réaliser un certain nombre de développements. Si vous avez une question, vous trouverez nécessairement la réponse sur le net. Qlik, quatrième point, c'est aussi un éditeur accessible avec lequel vous pourrez construire une relation de confiance. C'est ce que nous avons pu expérimenter chez Radial, malgré le fait que nous ne soyons pas une société immense. Nous avons pu nouer une relation étroite avec l'éditeur, et je doute que l'on pourrait avoir ce même type de relation avec des éditeurs plus importants comme effectivement Microsoft, SAP, Oracle ou même Salesforce. Enfin, dernier point, Qlik, c'est cette interface magique qui est très facile de prendre en main dès le début. Comme vous avez pu le comprendre au travers de mon explication sur le POC, c'est un outil que j'ai su appréhender et utiliser dès les premières heures. Et ce que je trouve formidable après plus de 2 années d'utilisation quotidienne sur ce produit, c'est que je continue de grandir avec le produit, que j'apprends tous les jours, et au final, on prend du plaisir du début jusqu'à la fin avec cet outil. Bref, je pense que quel que soit votre usage, c'est un outil sur lequel vous prendrez énormément de plaisir à travailler, et ça, je pense que c'est très important aussi. Je vais maintenant rapidement vous parler de la différence entre QlikSense et QlikView. Pour faire simple, QlikView est le produit historique. QlikSense et QlikView partagent le même moteur, mais Sense, c'est le produit le plus récent. Sense offre de nombreuses possibilités d'architecture que View n'offre pas, comme la possibilité d'évoluer dans le cloud par exemple. Mais Sense offre surtout un environnement plus accessible pour des utilisateurs métiers que View, qui, à mon sens, s'adresse beaucoup plus à un public de développeurs experts. Donc, si vous êtes sur le marché à la recherche d'une solution de BI, ma recommandation, c'est de regarder plutôt du côté de QlikSense que de QlikView. Qlik, de par son offre multiplateforme, la puissance de son moteur associatif et de son ETL, s'adapte à tout type d'usage de structure. Maintenant, il est vrai que l'offre Power BI pour les petites structures est très intéressante et sans doute moins chère, mais dès que l'on commence à avoir des volumes importants, dès que l'on veut structurer un data warehouse et industrialiser les modèles, cela devient tout de suite plus compliqué avec Power BI qui va nécessiter des investissements dans d'autres technologies Microsoft et des ressources en interne supplémentaires, là où Qlik peut s'autosuffire à lui-même et accompagner une entreprise tout au long de sa croissance. Il y a des études qui montrent que Qlik s'avère être moins cher que Power BI lorsque l'on regarde l'ensemble des coûts d'infrastructure et d'intégration. Maintenant, Power BI est un super outil qui présente aussi ses avantages sur QlikSense. J'aime beaucoup cet outil à titre personnel, même si je préfère Qlik. Et je pense dans tous les cas que si vous partez sur l'une des deux solutions, vous prenez une bonne décision. Nous allons maintenant pouvoir passer à la troisième partie consacrée aux démonstrations. Donc, ce que j'ai prévu ici, c'est de vous montrer 3 applications différentes sur des sujets très différents. La première application, concerne la capacité de planification dans QlikSense. Donc, au départ, on n'a pas de possibilité de saisie directe dans QlikSense, mais grâce à des extensions développées par des partenaires de Qlik, il est tout à fait possible de venir saisir de l'information dans Qlik. Et c'est donc ce que l'on va voir ici, comment on peut saisir de la donnée dans le cadre d'un exercice de forecasting ou de budget, pour utiliser ensuite la puissance analytique de Qlik et analyser ces chiffres en direct.
On verra ensuite dans une deuxième application comment on peut analyser dans ClickSense les variations de stock entre deux périodes successives et l'âge du stock. Et enfin, dans une troisième et dernière application, on verra comment est-ce qu'on peut utiliser Click pour présenter des états financiers consolidés à partir de données issues d'HFM. Et en l'occurrence, on verra ici un PNL consolidé. Donc pour commencer sur notre premier sujet, nous allons regarder ce tableau de bord d'analyse des ventes qui vous permet d'observer à la fois les ventes réalisées sur la période et les commandes versus l'année passée et versus le budget. Et donc on va effectuer très rapidement une petite analyse juste pour bien comprendre comment fonctionne Click. Donc sur la gauche, j'ai des courbes qui me permettent de voir dans le temps l'évolution de mes commandes et de ma facturation. Au centre, je peux voir la valeur absolue des ventes ou des commandes grâce au switch indiqué au-dessus. Et sur la droite, de la même manière, je vais pouvoir voir la variation de la facturation versus l'année dernière ou versus le budget. Et la même chose pour les commandes. Donc on va rester sur la facturation et la première chose qui nous frappe, c'est bien évidemment cette baisse de l'activité sur la BU numéro 6 que l'on va vouloir investiguer très rapidement. Donc je vais sélectionner cette BU numéro 6 et je vais tenter de comprendre d'où vient cette baisse d'activité. Donc pour cela, maintenant que j'ai fait la sélection de la BU en question, je vais swapper la dimension et potentiellement chercher à voir sur quelle zone l'impact se situe. Il se trouve que l'impact est présent sur un ensemble de zones. Je vais donc regarder ailleurs et potentiellement sur marché, détecter que le marché numéro 6 est concerné par la baisse. Faire une sélection sur le marché en question et là, éventuellement, rentrer un peu plus en profondeur dans le détail en allant par exemple sélectionner la notion de groupe client. Donc je pourrais aller plus loin dans cette démonstration, mais c'est clairement pas l'objet. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que Click offre une puissance et une interactivité qui nous permet d'aller très loin dans le détail sur un très grand nombre d'axes d'analyse et de manière extrêmement visuelle. Petit point très intéressant pour les financiers, cette analyse que je présente ici est dynamique par rapport au taux de change. Donc par exemple ici, je fais une analyse à taux réel, mais je peux à tout moment passer au taux budget ou au taux lastière. Analyser les ventes dans Click, c'est bien, mais imaginons maintenant que l'on souhaite réaliser un forecast. Alors il se trouve que Click est un outil formidable pour faire de la restitution de données, mais que nativement ce n'est pas un outil de saisie. Fort heureusement, il existe un certain nombre d'extensions sur le marché proposées par des éditeurs partenaires de Click, avec lesquels on peut travailler pour mettre en œuvre des solutions innovantes pour la saisie de données. Et donc la solution utilisée dans le cadre de cette maquette a été développée par les gens d'Infinity et s'appelle Forms. Donc pour vous montrer un peu comment cela fonctionne, imaginez que je veuille ici sur l'exercice du forecast de mars venir réduire la proposition que j'ai fait sur Q2, Q3, Q4 pour la troisième ligne, donc ici, que je vienne réduire de 2500 à 2200, donc une baisse en fait de 300 000 par trimestre. Et imaginons ici 2100, voilà. Vous pouvez voir, suite aux modifications que j'ai faites, que les boutons Save et Recalculate se sont colorés en rouge, marquant que je peux faire une mise à jour de l'application. Donc si je sauvegarde, je fais une bête sauvegarde de la donnée. Si je clique sur Recalculate, non seulement je sauvegarde, mais en plus je relance le calcul du modèle de données sur lequel l'application Click s'appuie. C'est ce que l'on va faire. On va cliquer, voilà. L'outil commence par sauvegarder, puis recharge l'application à partir des données modifiées que j'ai mises à disposition. Maintenant, nous allons pouvoir faire l'analyse de ces chiffres. Donc, juste pour bien expliquer et comprendre ce que l'on fait ici, nous avons des exercices de forecast successifs qui sont réalisés. Donc, je peux à tout moment, par exemple, venir choisir le forecast de février que j'avais fait auparavant, comme je peux venir choisir celui que j'ai réalisé pour mars. Je peux voir ici la proposition du forecast par BU, je peux regarder par zone, je peux regarder par marché, je peux regarder par client. Et vous remarquerez que l'ensemble des graphiques se sont mis à jour par rapport à la sélection. Ce qui va être intéressant, restons par exemple à la vue marché, c'est de pouvoir observer notamment les variations entre le forecast réalisé et l'année passée. Et je peux aussi regarder la variation entre le forecast réalisé et le budget.
ou entre le forecast réalisé et la moyenne des 12 mois glissants. Donc vous remarquerez que le graphique au milieu montre justement l'écart réalisé par rapport à l'indicateur choisi. Le tableau sur la droite permet d'analyser les chiffres qui sont proposés par trimestre pour l'axe analytique que j'ai choisi, à savoir les marchés. Je peux bien évidemment aussi passer d'une vision dans ce tableau par value à variance, ce qui me permet d'observer directement les variations. Et à tout moment, je peux venir analyser. Si par exemple le marché numéro 1 m'intéresse et que je veux maintenant regarder au sein de ce marché l'éclatement par client pour comprendre pourquoi est-ce que cela s'effondre, et on remarquera à la fois dans le tableau mais aussi sur le graphique que le client numéro 77 est à l'origine de la décroissance. Donc déjà ce premier rapport est très intéressant puisqu'encore une fois je peux analyser la variation entre mon forecast et des indicateurs comme l'année passée ou le budget, et je peux regarder ça dans le temps en regardant la proposition que j'avais faite en février et la proposition que j'ai faite en mars. Maintenant, ce qui sera intéressant, ce serait aussi d'analyser directement l'analyse de l'écart entre la proposition de février et celle de mars. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais réinitialiser mon tableau et passer à la page suivante pour vous montrer ce graphique où on peut voir effectivement par trimestre la proposition que j'ai réalisée. Donc pour février et pour mars, le graphique ci-dessous me montre l'écart par trimestre entre les deux forecasts réalisés. Et sur la droite, j'ai un bridge qui me permet là aussi d'observer l'écart entre le forecast de mars et celui de février en regardant, en essayant de comprendre les variations qui composent cet écart. Donc je peux regarder par exemple par BU et voir que la BU numéro 1 est responsable d'une bonne partie de l'écart, mais que la BU numéro 3 a en réalité bénéficié d'une amélioration sur le forecast de mars. Je peux swapper et regarder par zone, par marché. Comme tout à l'heure, je peux à tout moment faire une sélection. L'ensemble de mon graphique s'est mis à jour et venir regarder en détail par client pour comprendre d'où vient l'effondrement entre le forecast de février et le forecast de mars. Donc encore une fois, on retrouve ce fameux client 77 qui est à l'origine d'une bonne partie de la baisse par rapport à la sélection que l'on venait de faire. On pourrait aller encore plus loin, puisqu'à tout moment je pourrais regarder le forecast de janvier, le comparer à celui d'une période future, en fonction de ce que j'ai réalisé. Il se trouve que dans l'exemple que je vous propose, je n'ai réalisé que 2 périodes successives de forecast, à savoir février et mars. Donc pour cette deuxième application, j'ai choisi de vous parler d'un sujet très apprécié par les directions financières, à savoir le suivi des stocks. Donc sur cette page, on peut voir la position des stocks au fil des périodes. Nous pouvons voir la position du mois de décembre, celle de janvier, février, mars et avril, et voir ces positions de stock découpées par produit, par site et par unité de production. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de cette première page, même si effectivement on pourrait, grâce à la puissance de clic, rentrer dans le détail de la composition des produits. Je vais tout de suite passer à la page suivante, qui me semble-t-il est beaucoup plus intéressante, qui nous permet d'analyser la variation de stock. Et en l'occurrence, ce que l'on va commencer par faire, c'est choisir une période de référence, à savoir, pour le coup, la période de décembre 2012, et nous allons analyser par exemple la variation par rapport à avril 2020. Là, on observe 2 graphiques, 2 bridges en l'occurrence, un premier bridge par produit et un deuxième par site, qui nous permet de comprendre tout de suite d'où viennent les principales variations. En l'occurrence, on peut voir que la BU numéro 3 est à l'origine d'une bonne partie de l'augmentation des stocks. Je vais valider cette sélection, et après avoir validé cette sélection, je vois maintenant au sein de cette BU les différentes familles qui composent la variation que nous étions en train d'analyser. Je peux voir sur la droite que le graphique par société s'est également mis à jour par rapport à cette même sélection et que l'intégralité de la variation provient de la société numéro 9. Je peux également sélectionner cette même société pour voir maintenant d'où viennent les principales variations par famille. Revenons au point de départ et passons à la page suivante. La page suivante nous permet également de faire la même analyse, mais là pour le coup on a un graphique de variation de stock qui nous permet de voir notamment l'augmentation du stock sur janvier, la baisse sur février, sur mars et l'augmentation sur avril. De la même manière, je peux changer au niveau des 2 graphiques à côté la période de référence numéro 1 et la période de référence numéro 2 pour analyser la variation entre ces 2 mêmes périodes. Et donc là, pour le coup, je vais par exemple à nouveau sélectionner la société numéro 9. Et ce que l'on va pouvoir faire, c'est potentiellement ici swapper la dimension site pour une dimension
BU, et on va retrouver donc de la même manière les BU qui composent la variation. Donc je peux sélectionner à nouveau la fameuse BU numéro 3, puis la famille numéro 11, sortir de ce graphique, et sur la droite, observer les principales références articles qui expliquent les variations. Alors on remarquera que pour ce graphique, j'ai mis une limite à tout ce qui est supérieur à 15 000. Donc je peux très bien ici faire une sélection de tout ce qui est supérieur à 50 000 par exemple. Et donc là je vois que j'ai un top 9 des références significatives par rapport à mon point de vue. J'ai un bouton Copy Dashboard Link en haut qui me permettrait d'envoyer exactement cette image-là à un collaborateur. J'ai plus qu'à lui envoyer ça par mail ou dans un chat. Il atterrira exactement sur cette page avec ce point de vue, et donc je pourrais lui poser la question de l'analyse de cette variation. Réinitialisons une fois de plus le point de vue pour passer à la page suivante, qui cette fois-ci nous permet d'analyser l'âge des stocks. Donc cette page s'avère être particulièrement pratique car elle permet d'observer d'une part à nouveau cette fameuse variation de stock, mais elle va nous permettre aussi d'observer l'évolution de l'âge de notre stock. Donc si on regarde le graphique sur la gauche, on retrouve la position des stocks mois par mois, mais avec une segmentation par âge du stock. Donc évidemment, à l'image de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, je vais pouvoir effectuer des sélections à la fois sur la hiérarchie produit et sur la hiérarchie compagnie-site. Donc imaginons que nous faisions à nouveau une sélection sur la BU numéro 3. L'ensemble de ma page se met à jour, donc je reconnais la variation de stock avec cet impact, cette augmentation significative sur le mois d'avril. Mais si je regarde maintenant le graphique sur la gauche, je vais m'apercevoir notamment que mon stock à 1 an a tendance à augmenter. Donc grâce à la légende, je vais pouvoir faire une sélection sur le stock à 1 an d'âge. Et donc là, je peux voir à la fois la position du stock, donc je vois qu'elle augmente entre 7,8 millions et 12,8 millions entre le 31 décembre et le mois d'avril. Je retrouve la variation décrite en courbe au milieu et l'augmentation du stock en valeur absolue pour cette sélection sur la droite. Donc si maintenant je voulais voir en détail cette composition, donc bien sûr je pourrais continuer à faire un drill down via les sélections qui sont mises à ma disposition, ou je peux très bien passer sur la page suivante et demander à voir, pour comprendre cette même variation, par exemple la position à fin avril, et donc là, je pourrais analyser en détail les références qui composent cette variation. Pour cette troisième et dernière présentation, j'ai choisi de vous parler du P&L consolidé. Donc l'accès à l'outil de consolidation de gestion est en règle générale restreint à un public limité d'experts dans le domaine de la finance. Imaginons maintenant que l'on souhaite mettre à disposition la matière contenue dans cet outil à un public plus large, notamment à une direction générale via ClickSense. Là, vous avez sous les yeux une application permettant l'analyse du P&L consolidé, avec notamment sur cette page une présentation dite par destination. Donc évidemment, on est dans Click, donc on aura accès à toute la liberté de navigation que l'on connaît déjà, avec notamment une sélection de la période. Donc là, j'étais sur l'année 2019, je peux à tout moment passer sur l'année 2018, l'intégralité de ma page se met à jour par rapport à la sélection. Je retrouve la présentation de l'année en cours, la comparaison par rapport au budget, la variation en valeur absolue, l'année passée avec la variation en valeur absolue, et le Y sur Y-1 par exemple. On retrouve, comme je le disais, une présentation par destination, et on va bien évidemment pouvoir aussi sélectionner au sein de l'année une période, par exemple le premier quarter, ou le premier semestre. Je peux désélectionner et sélectionner un mois en particulier, par exemple le mois de juin, ou venir sélectionner le mois de juin et le mois de juillet ensemble. Rien ne m'empêche de sélectionner d'ailleurs des périodes non linéaires pour pouvoir observer finalement une performance financière. Réinitialisons un instant ce tableau et revenons au point de départ. Si maintenant je souhaite, donc toujours sur cet exercice 2018, rentrer dans le détail d'une destination, par exemple les coûts variables de production, eh bien je peux sélectionner celle-ci dans la structure de mon P&L pour avoir accès au niveau inférieur de la hiérarchie. Là, je vais retrouver les autres dépenses, les coûts liés aux achats, les amortissements, les dépenses de personnel et ainsi de suite. Si par exemple je souhaitais rentrer dans le détail du material cost, donc je retrouverai bien évidemment
mes achats de matières premières, ma variation de stock et d'autres dépenses plus secondaires. Ce qui est intéressant ici, c'est que non seulement mon tableau se met à jour de manière dynamique, mais le graphique sur la droite également. Et ce dernier me permet d'observer la variation entre l'année que j'ai sélectionnée et, en l'occurrence, l'année passée. Mais je peux évidemment changer cette variation, c'est-à-dire qu'au lieu d'observer par rapport à l'année passée, je peux choisir par exemple une analyse par rapport au budget. Si je reviens sur la période 2019, mon graphique se met également à jour par rapport à cette sélection. Et ce sera bien une comparaison de l'année 2019 versus le budget 2019, là où avant, on regardait l'année 2018 versus le budget 2018. Et ainsi de suite. Cette analyse, réinitialisons le point de vue pour revenir au point de départ du PNL, peut être réalisée aussi sur différents axes analytiques. Donc là, je suis au niveau du groupe, mais il se trouve que je dispose aussi d'un axe analytique par BU, et donc je vais pouvoir changer pour regarder le PNL de la BU. Et donc, comme on peut le voir, le changement se fait en direct, sans aucune forme de latence. Je peux passer du PNL groupe au PNL d'une BU sur l'année 2019, sur l'année 2018, sur l'année 2016 et ainsi de suite. Donc cette richesse analytique qui m'est offerte est extrêmement puissante puisqu'elle me permet à tout moment de rentrer dans le détail que je souhaite. Maintenant, imaginons que cette présentation par destination ne me suffise pas et que je souhaite en parallèle observer et réaliser la même analyse, mais cette fois-ci par nature comptable. Je vais passer sur la page suivante où je retrouve une présentation rigoureusement identique, sauf que le PNL, cette fois-ci, est structuré par nature. Donc, assez rapidement, on peut identifier sur le graphique de droite un impact par rapport à l'année passée sur les charges d'exploitation. Je vais pouvoir, grâce à la puissance de clic, rentrer dans le détail et analyser par nature de dépenses l'origine de cette variation. Je peux voir qu'elle se trouve en particulier sur les achats consommés, les charges de personnel et les charges externes. Et si je décide d'aller un cran plus bas, par exemple sur les charges de personnel, je vais pouvoir retrouver l'intégralité des natures comptables et continuer même encore un cran plus loin en sélectionnant par exemple la nature salaire pour voir l'impact par destination. Le temps nous presse, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette présentation. Je voudrais juste terminer en vous montrant cette page où vous pouvez voir l'ajout d'un axe analytique supplémentaire par société juridique. Donc là on a le PNL par destination où on peut voir en valeur absolue la position des sociétés, et je pourrais avoir exactement la même présentation avec cette fois-ci la variation par société versus l'année dernière ou versus le budget.